France Culture. La Grande Table. Olivia Gesbert. Tiens, on a un nouveau générique pour commencer la semaine, un générique court. Je vais vous donner le programme alors à blanc, sans musique. Bonjour à tous, confinés chez vous ou au travail. La semaine s'annonce belle sur France Culture. Heureuse de vous retrouver dans tous les cas. Trump s'en va, le Trumpisme restera. L'analyse de l'anthropologue Paul Jorion dans la Grande Table des Idées, ce sera à partir de 12h55. Avant cela, du cinéma. François Truffaut est-il en passe de devenir l'un des cinéastes majeurs de cette époque confinée, visible sur Netflix, 12 films du réalisateur dont les 400 coups, Jules et Jim, La peau douce, près de 2 millions de téléspectateurs aussi pour La mariée était en noir le mois dernier sur Arte, carton d'audience pour la petite chaîne qui monte, qui lui consacre un cycle et un coffret DVD. Avec nous pour en parler, deux invités, Axelle Roper, réalisatrice de La famille Volberg ou encore de Tirer la langue Mademoiselle, auteur d'un court-métrage Truffaut au présent réalisé pour la Cinémathèque il y a 5 ans. Vous faites partie des cinéastes invités à raconter votre Truffaut pour le coffret de 8 films restaurés qui sortira demain chez Arte Éditions. François Truffaut, La Passion Cinéma, une édition coordonnée de main de maître par notre deuxième invité, Olivier Père, directeur de l'unité cinéma d'Arte France. Bonjour Olivier Père. Bonjour. Et bonjour à vous Axelle Roper. Bonjour. Axelle Roper. Oui, On va vous bonjour. retrouver. Voilà, ça y est, vous êtes là. Bonjour à tous les deux et merci d'être avec nous. C'est les femmes qui sont les spécialistes du bonheur parce qu'elles arrivent à mettre des choses très concrètes là-dessus, alors que pour les hommes, c'est souvent abstrait. Je crois que dans la vie, je crois que les hommes ne savent pas ce qu'ils veulent dans la vie et que les femmes le savent bien. Je crois que ce qui arrive de mauvais dans le monde arrive par les hommes, jamais par les femmes. La mariée était en noir, la sirène du Mississippi, l'enfant sauvage, une belle fille comme moi, l'histoire d'Adèle H, l'argent de poche, l'homme qui aimait les femmes, la chambre verte, 8 films parmi la vingtaine de longs de celui qui s'est mis à la réalisation en 54 après avoir arpenté les ciné-clubs et signé au cahier, celui qui s'est fait connaître du grand public avec les 400 coups, celui qui s'inventa un double à l'écran nommé Antoine Doinel. J'ai la religion de l'amour, écrit Adèle H, l'héroïne de Truffaut. La plupart de mes films sont des films d'amour, dit le réalisateur, car je travaille avec un matériau qui me plaît, donc les femmes et les enfants d'abord. Pourquoi continue-t-on, nous, avant tout, Olivier Père, à autant aimer Truffaut et ses films ? Parce que c'est un cinéaste, je dirais, que les Français ont aimé, c'est vrai. Certains de ses films ont eu beaucoup de succès au moment de leur sortie, ont été des films très importants, comme Les 400 coups, par exemple, qui est son premier film. Et puis, il y a des films qui n'ont pas été des succès au moment de leur sortie, qui ont été des films considérés comme des ratages ou des échecs, et qui ont grandi au fil des années grâce à la télévision, grâce à la vidéo, aujourd'hui grâce au Blu-ray. Donc c'est vrai qu'il s'est installé une proximité entre Truffaut et les spectateurs, pas seulement en France d'ailleurs, un peu dans le monde entier, parce que c'est un cinéaste dont les films ont beaucoup voyagé, qui était extrêmement populaire dans beaucoup de pays, en Asie, aux États-Unis énormément. Il a eu un Oscar, et pas forcément auprès des cinéphiles. En tout cas, il a eu des périodes de purgatoire, il a eu des périodes où il était beaucoup moins admiré que certains de ses collègues de la Nouvelle Vague, comme Godard ou comme Romer. Néanmoins, c'est un cinéaste qu'on visite régulièrement, et à chaque fois, on peut découvrir des nouvelles facettes. Il a une œuvre qui est à la fois extrêmement cohérente et en même temps qui montre une grande diversité à l'intérieur de cette œuvre. Près de 2 millions de téléspectateurs pour La mariée était en noir le 19 octobre dernier, de mémoire. C'est vraiment un carton d'audience pour la chaîne. Oui, ça confirme ce que je viens de dire, c'est que c'est devenu un cinéaste dont les gens aiment beaucoup revoir les films. La mariée était en noir a été un grand succès, La sirène du Mississippi aussi, et pourtant La sirène a longtemps été considéré comme un film raté, que Truffaut n'aimait pas beaucoup, et qui a grandi dans le cœur des spectateurs, des téléspectateurs, de certains cinéphiles. Idem pour La mariée était en noir, c'est un film dont Truffaut n'était pas très fier, il considérait c'était un de ses films qu'il aimait le moins, et pourtant on a vu que récemment, près de 2 millions de téléspectateurs l'ont vu ou l'ont revu avec plaisir, pour Jeanne Moreau sans doute, pour l'intrigue policière, pour une plongée comme ça dans la France de la fin des années 60 qu'on revoit toujours avec un mélange de nostalgie et de curiosité pour ceux qui ne l'ont pas connu. Et pour vous, Axelle Roper, est-ce que Truffaut a bien vieilli ?
Alors, c'est vraiment intéressant ce que vous dites, notamment le succès de François Truffaut en période de confinement. Je trouve que ça dit vraiment quelque chose sur, sur la force du cinéma de Truffaut, et que le cinéma de Truffaut marche aussi bien alors que depuis quelques mois, on vit quand même une période de glaciation absolue des rapports humains et des sentiments humains. C'est pas tout à fait un hasard. Il me semble que Truffaut est peut-être le cinéaste de la nouvelle vague qui a le plus travaillé le rapport affectif immédiat au spectateur. C'est-à-dire qu'il a quand même inventé des grands personnages qui avaient une forme de simplicité, qui tout de suite, suscitaient une affection très directe de la part du spectateur. Je pense évidemment à Jean-Pierre Léaud et à Antoine Doinel. Et de la nouvelle vague, c'est celui qui a inventé vraiment le rapport affectif le plus franc, le plus transparent et le plus immédiat entre le cinéaste et les personnages et le spectateur. Et tous les autres cinéastes de la nouvelle vague, qui sont des grands cinéastes, ont inventé une forme de cinéma plus complexe. Et la simplicité et l'affection qui est au cœur du cinéma de Truffaut, que ça marche autant au moment du confinement, je trouve qu'il y a une vérité là-dedans. On a besoin de sentiments, de franchise et d'expression directe des choses quand le monde devient si sombre et si froid. Donc je trouve que c'est une bonne nouvelle pour le cinéma, parce qu'il n'y a que le cinéma qui peut faire ces choses. Et ce qui est très intéressant, c'est ce que dit Olivier, c'est que La Mariette est en noir ou La Sirène du Mississippi, qui sont quand même des films très étranges, des films un peu malades, sont quand même des grands succès. Je trouve que c'est très joyeux que le cinéma complexe et étrange et un peu morbide fasse des grands succès. Moi, c'est quelque chose en tout cas qui me fait chaud au cœur. On aurait pu parler des différentes facettes, des différents visages de Truffaut, de son cinéma aussi. On a choisi tous les trois aujourd'hui de se concentrer sur Truffaut et l'amour, Truffaut et les femmes aussi. Le cinéma est un art de la femme, c'est-à-dire de l'actrice, disait-il. Le travail du metteur en scène consiste à faire de jolies choses à de jolies femmes. Ça, c'était en 58, un an avant les 400 coups. Il est alors jeune critique. Une fois cinéaste, il a toujours donné, en effet, François Truffaut, la part belle aux comédiennes, au rôle féminin dans ses films. Qu'est-ce que Truffaut a à nous dire des femmes, Olivier Père ? D'ailleurs, c'est une phrase qu'on attribue aussi à Jacques Audiberti, qui était un écrivain que Truffaut admirait beaucoup. Donc, je ne sais pas vraiment qui l'a dit en premier. C'est juste, c'est un peu réducteur, et je pense qu'Axel sera d'accord avec moi pour dire ça, parce qu'on en avait discuté ensemble. Je pense qu'il y avait évidemment chez Truffaut une fascination pour les femmes, pour les actrices, et qu'il a adoré les filmer, les mettre en scène, les connaître. Ce qui est d'autant plus beau chez lui, c'est que c'est un cinéaste qui est toujours du côté des femmes, en tout cas des personnages féminins. Oui, vous allez plus loin, vous dites même qu'il s'identifiait à ces personnages féminins. Oui, je pense que quand on regarde la Sirène du Mississippi ou la Peau douce, non seulement il est du côté de Catherine Deneuve et Françoise d'Orléac, mais il est un peu elle à travers ces personnages. Truffaut s'est toujours identifié à ces jeunes femmes volontaires, indépendantes, marginales même, des délinquantes, des criminels. Il a pour lui, c'est vrai qu'il a souvent filmé des jeunes femmes qui franchissent le cap, qui passent de l'autre côté de la loi, avec au contraire des personnages masculins qui sont toujours un peu plus passifs, un peu plus en retrait, un peu plus faibles. Rien ne ressemble plus à un enterrement qu'un autre enterrement. Et pourtant, celui-ci a quelque chose de spécial. On ne voit pas un homme, uniquement des femmes. Rien que des femmes. Voilà le moment de vérité. D'où il est maintenant, Bertrand est bien placé pour regarder une dernière fois ce qu'il aimait le plus en nous. Je me souviens d'une phrase de Bertrand. Les jambes de femme sont des compas qui arpentent le globe terrestre en tous sens, lui donnant son équilibre et son harmonie. Voilà la voix de Charles Denner dans L'homme qui aimait les femmes, 1977. L'homme qui aimait les femmes que vous avez commenté, Axel Roper, pour le livret du coffret. Il fait partie des 8 films présentés donc dans ce coffret Truffaut, édité par Arte. Et c'est un assez bon exemple. Vous évoquiez ce film à la morbidité un peu sèche, mais écrivez-vous à l'opposé de la sensualité débridée à laquelle on aurait pu s'attendre quand on pense au donjuanisme. Ce n'est pas un éloge du donjuanisme, L'homme qui aimait les femmes. L'homme n'est pas le bourreau, les femmes sont pas ses victimes. Il y en a certaines qui souffrent, il y en a d'autres qui lui résistent ou qui jouent avec lui. Et lui arrive-t-il de souffrir pour vous, ce personnage masculin, Axel Roper ?
En tout cas, ce qui est très intéressant avec Truffaut, c'est que c'est un cinéaste que la majorité d'entre nous ont vraiment découvert à l'enfance et à l'adolescence. Et c'est peut-être le seul cinéaste de la nouvelle vague, justement, qu'on passe notre temps à réévaluer. Voilà, comment on aimait Truffaut quand on avait 15 ans, comment on aime Truffaut quand on a 30 ans, ou comment on aime Truffaut quand on a 45 ans. Voilà, on a vraiment, c'est comme un peu un ami de la famille qu'on pense connaître et qu'en fait on revoit régulièrement à des fêtes familiales. Et en fait, on se rend compte qu'on ne connaît pas aussi bien que ça. Voilà, je trouve que Truffaut, c'est un petit peu ça dans notre rapport au cinéma. Moi, personnellement, c'est vrai que j'ai découvert Truffaut à l'adolescence et que je suis tombée vraiment très amoureuse de ces personnages féminins, voilà, que je trouvais très belles, très sensuelles, très ténébreuses, et que maintenant je suis une femme adulte, et que donc quand j'ai revu L'homme qui aimait les femmes, j'ai eu un peu peur de me dire que Truffaut était un cinéaste un petit peu vieillot, qui avait un rapport un tout petit peu, de prédation donjuanesque avec ses personnages féminins, avec ses actrices, et que c'était quelque chose qui, en 2021, m'intéressait plus beaucoup. Voilà, j'avais peur que ça ne m'intéresse plus. Et en renvoyant le film, en fait, c'est toute la névrose absolue du film et sa noirceur et sa pétrification et sa complexité qui m'est apparue. Si Charles Denner est un Don Juan, c'est vraiment un Don Juan piteux et tragique et qui va finir autocrucifié. Voilà, et que c'est très complexe, quoi. Il y a une part de désir très vieillot chez Truffaut, qui est un désir érotique très franc pour la beauté des femmes. Mais sa névrose personnelle, en fait, complexifie vraiment tout ça et fait que il y a quelque chose quand même d'indécidable dans ces films, dans le rapport aux femmes. Olivier Père, un mot sur ce film? Oui, absolument. C'est un film paradoxal parce que c'est l'histoire d'un homme à femme et en même temps, c'est peut-être un de ses films les moins autobiographiques. C'est-à-dire que Truffaut, pourtant, lui, il connaissait le sujet, mais il a quand même pris des renseignements auprès de séducteurs. Il a fait son travail habituel de documentation, de recherche. Et c'est vrai que dans l'extrait qu'on vient d'écouter, Charles Denner parle d'harmonie. C'était quelque chose qui intéressait beaucoup Truffaut. Il courait après une forme d'harmonie, de classicisme dans son cinéma, et pourtant c'est un classicisme très contrarié, très, très retors, et cette harmonie, elle n'existe pas vraiment dans L'homme qui aimait les femmes, et au-delà du désir de conquête, c'est un film effectivement qui est hanté par la mort. C'est plus que la recherche des femmes, c'est quelqu'un qui court après quelque chose pour échapper à la mort. D'ailleurs, il y a des allusions très, très directes à la mort dans ce film, dont on connaît l'issue tragique. Et c'est vrai qu'il y a un rapport au plaisir et au désir qui est très contrarié. Non seulement il n'y a pas de glorification du donjuanisme, il y a une forme d'autocritique, mais on est vraiment dans le portrait d'un monomaniaque, d'un obsessionnel qui aime les femmes, comme plus tard le personnage de la Chambre verte va aimer les morts. Et il y a, comme je le disais, une construction qui est loin d'être classique. Il y a des flashbacks, des enchevêtrements comme ça de récits, plusieurs couches qui se superposent. Et c'est un film faussement simple, faussement joyeux et plutôt triste. On peut citer une autre héroïne, peut-être qui serait le pendant du personnage masculin de L'homme qui aimait les femmes, hein, l'héroïne de Une belle fille comme moi, interprétée par Bernadette Lafont. Vous signez dans le livret qui accompagne le coffret, Olivier Père, une très belle analyse de ce film où vous parlez de la fascination de Truffaut pour les voyous femelles. C'est le terme qu'il employait. Lui-même avait été délinquant, avait fait des séjours dans des maisons de redressement. Il avait eu une adolescence, on le sait, plutôt compliquée et difficile. Et il avait côtoyé comme ça un peu les gouffres. Et il a consacré plusieurs films à des jeunes femmes où on retrouve un peu comme ça des expériences ou une forme d'insoumission qu'il a lui-même connue. Alors il y a un versant qui est un versant lyrique, mélodramatique, qui est celui de La sirène du Mississippi, qui est un film beaucoup plus noble, même si c'est un film malade, comme disait Axel, Marion, interprétée par Catherine sur ce Deneuve. sujet. Mais Une belle fille comme moi, alors j'ai écrit sur le film, pour être honnête, parce que j'ai trouvé personne qui était prêt à défendre ce film, qui est mal aimé, y compris auprès des Truffaldiens purs et durs. Et moi, j'ai plutôt de la sympathie pour le film. Et Truffaut lui-même, qui était plutôt sévère envers ses propres films, défendait le film. Il ne le voyait pas du tout comme un accident de parcours, mais plutôt comme la volonté de briser l'image
image qu'il avait de cinéaste romantique, sentimental. Il voulait aller au contraire dans quelque chose qui n'est pas du tout sentimental, avec une jeune femme comme ça qui rue dans les brancards, qui est très... et puis aussi s'intéresser à une forme de grossièreté, qui n'est pas la vulgarité, mais qui est une grossièreté qui vient à la fois de la série B américaine, rugueuse, brutale, qu'il aimait beaucoup, et puis des écrivains comme Raymond Queneau et Boris Vian, par exemple. Mal aimé d'ailleurs aussi pour la truffeldienne que vous êtes, hein, Axelle Repère, ce film. Mais oui, mais tout à fait. Moi, il y a des films de Truffaut que je trouve sublimes, mais celui-ci, je le trouve absolument épouvantable. Mais il est épouvantable, mais il est intéressant de ce qu'il nous raconte sur la psyché de Truffaut. Moi, je suis persuadée que le film est une réponse, en fait, à l'époque. Voilà, Truffaut était un cinéaste qui n'était pas du tout imprégné par les problématiques de son époque, qui était même, je pense, assez allergique à ce qu'on appelle l'actualité. C'est peut-être aussi pour ça que ces films vieillissent très bien, c'est qu'il y a une forme de permanence et d'inactualité dans ces films qui font qu'ils ne prennent pas une ride. Mais je me demande si ce film n'est pas l'un des rares films de Truffaut où il a voulu répondre aux années 70, à la turbulence féministe, à la rénovation du statut des femmes. Et le film, d'ailleurs, est peut-être une réponse au film d'une cinéaste qui vient de mourir, Nelly Kaplan, et je pense à La fiancée du pirate, qui date de 69 avec Bernadette Lafont. Et donc c'est un film où il a essayé d'explorer une veine comme ça beaucoup plus fantaisiste, débridée, sexuellement très ouverte, et de travailler un peu la joie comme ça, la joie de l'indélinquance et de la sexualité débridée. Le film est, à mon sens, une catastrophe parce que achoppe sur quelque chose qui est très franc et qui est très profond, c'est que Truffaut a forcé sa psyché d'artiste et d'homme. Voilà, et que je pense que la fantaisie débridée, sexuelle, sans culpabilité n'est pas du tout son tempérament. Truffaut est un puritain qui est travaillé par la culpabilité, par la morbidité, et le sexe joyeux n'est pas du tout en fait son sujet ni sa matière. Voilà, il a voulu forcer son tempérament pour répondre aux années 70 et aux turbulences idéologiques des années 70, mais il s'est planté. Voilà, il n'empêche que c'est un film qui nous renseigne beaucoup sur Truffaut. Voilà, sur Truffaut, donc il faut le voir. Oui, c'est vrai que c'est assez fou, parce que depuis le début, on parle de Truffaut et les femmes, Truffaut et l'amour, mais il y a assez peu de nudité, assez peu de scènes de sexe, d'érotisme dans ces films. Est-ce que la relation amoureuse chez lui est avant tout, sans le coucher sur un divan, hein, mais avant tout cérébrale ou émotionnelle dans l'intérêt, en tout cas que le cinéaste porte à cette relation, plus que charnel, Olivier Père? Oui, il avait un fond puritain, il n'aimait pas du tout exposer la nudité ou la sexualité à l'écran. Il a toujours trouvé des moyens de mise en scène, de cinéma, à la manière de son maître Hitchcock, hein, pour exprimer ou pour montrer, sans montrer des scènes de sexe. Je pense que la suggestion joue un rôle important dans La Sirène du Mississippi, par exemple. Et puis, il y a, c'est vrai, des ébauches comme ça d'étreintes qui sont souvent coupées très, très rapidement. Il y a toujours des ellipses. Et il avait effectivement des scènes comme ça de sexualité en horreur. Alors, en effet, il allait à l'encontre de la mode des années 70, par exemple, où il y a eu effectivement une forme de libération des scènes de sexe au cinéma. Il est resté fidèle à sa propre morale. Il disait, sa seule morale, c'était de ne pas céder à la morale des autres, disait-il. Et pour revenir à Une belle fille comme moi, je pense que je ne suis pas sûr qu'il voulait dialoguer ou répondre à l'époque, parce qu'il en était effectivement assez indifférent. J'ai l'impression qu'il veut dialoguer avec ses propres films et essayer des choses un peu parodiques, mais c'est vrai que dans Une belle fille comme moi, il y a aussi des rapports avec l'enfant sauvage sur le rôle de l'éduqué et l'éducant, hein, le sociologue et le cas d'étude, traités de manière effectivement assez potache. François Truffaut, le cinéaste qui aimait les femmes. Dans un cours de Virginie Appiou, Truffaut des films d'amour à voir sur arte.tv, il différencie aussi les femmes des hommes dans leur rapport aux sentiments amoureux. C'est une archive INA. On écoute François Truffaut parlant de la relation qu'il a aux femmes et aux hommes, la perception en tout cas qu'il peut en avoir. C'était en 1973. Faisant des films d'amour, je considère que les femmes sont des professionnels de l'amour, tandis que les hommes sont des amateurs, vous voyez. Je crois que les hommes vivent leurs histoires d'amour sans les analyser, parce qu'ils sont préoccupés davantage par leur position sociale, par leur travail, et que les coups, heureux ou malheureux en amour, leur arrivent brusquement, sans qu'ils aient eu le temps d'y penser, tandis que je crois qu'une femme, heureuse ou malheureuse, est constamment en train d'analyser son amour. Qu'elle soit mariée, qu'elle soit célibataire, elle est en train de dire, tiens, ça va bien en ce moment avec mon mari, tiens, ça ne va pas, je devrais faire ci, je devrais faire ça. Elle en parle avec des amis. Autrement dit, elles sont professionnelles et nous sommes des amateurs. C'est ce que je montre dans les films. Mais ça ne plaît pas toujours aux hommes qui ne se reconnaissent pas parce qu'ils trouvent que je peins des hommes trop faibles. Les hommes se voient tous beaucoup plus forts
à mon avis, beaucoup plus forts qu'ils ne sont. Moi, je les trouve pas forts du tout. Mais toujours est-il que, évidemment, à cause de ça, probablement, les femmes aiment mieux mes films que les hommes. J'ai toujours pensé que j'aurais plus de chance à Paris. Puis j'en ai marre de cette boîte. Pourtant, j'ai été vous voir un soir. Je me suis caché dans le fond de la salle. Je vous ai vu danser avec les clients. Vous aviez sur le visage une expression de bonheur incroyable. Une expression comme je vous avais jamais vue. Ce soir-là, j'ai compris que je ne vous avais rien apporté. Je n'avais rien à faire dans votre vie. Ce n'est pas vrai, Louis. Dès que nous avons vécu ensemble, je vous ai aimé. 100 fois, j'étais sur le point de tout vous avouer. 100 fois, j'ai renoncé au dernier moment. Parce que je suis lâche. Vous ferez ce que vous voulez. Mais je vous ai aimé. Je ne suis pas méchante. Attends. J'attends. Je vous aime encore. Je vous crois. Non, ce n'est pas vrai, vous ne me croyez pas. Si. Je vous crois. Et je vous aime. Truffaut et les femmes, Truffaut et l'amour, ces déclarations d'abord en 73, puis un extrait de La Sirène du Mississippi avec Belmondo et Deneuve. Un couple dans La Sirène du Mississippi, des trios dans Julie et Jim ou dans Les Deux Anglaises et le Continent, l'adultère dans La Peau douce, la multitude et le néant dans L'homme qui aimait les femmes et l'amour à travers un seul personnage dans Adèle H. Olivier Père, vous êtes le monsieur cinéma d'Arte, notre invité jusqu'à 12h30 avec la cinéaste, réalisatrice et critique Axelle Repère. Toutes les facettes du sentiment amoureux et film après film sont abordés par François Truffaut. On pourrait presque dire qu'il a construit une sorte de mausolée amoureux, un édifice global, comme vous dites. Il y a une cohérence. Il y a une cohérence, il y a effectivement quelque chose de balsacien dans l'œuvre de Truffaut, hein, qui vénérait cet écrivain et qui a fait un petit peu sa comédie humaine miniature avec des personnages qu'on retrouve, des films qui répondent aux autres, beaucoup de rimes à l'intérieur des films et à l'intérieur de l'œuvre. En même temps, c'était pas non plus un cinéaste complet, je dirais. Il y a plein de choses qui ne l'intéressaient pas et il y a plein de choses qui traitaient d'une manière très obsessionnel et presque monomaniaque, y compris l'amour. On le présente comme le grand cinéaste de l'amour, de la passion, des sentiments, mais il y a plusieurs cinéastes, et Serge Boson en l'occurrence, qui notent avec justesse que chez lui, l'amour, la passion, c'est quand même très étrange, c'est plutôt à sens unique, c'est plutôt quelque chose qui fait mal, c'est plutôt quelque chose qu'on ne partage pas, on a plutôt l'impression qu'il était comme ça, parfois pétri de contradictions et aussi enfermé dans une forme de souffrance. Et ces grands films d'amour, ces grands films de passion, c'est toujours des passions tragiques ou empêchées ou impossibles. La Sirène du Mississippi, Un cas limite qui est l'histoire d'Adèle H, où c'est une passion totalement à sens unique et ça devient un délire érotomane d'une jeune femme. Et c'est un film, là pour le coup, il n'y a pas de hors-champ, il n'y a qu'un seul personnage amoureux, donc il n'y a vraiment rien qui communique. Donc finalement, c'est vrai qu'il a essayé plusieurs, je dirais, combinaisons, l'amour à trois, l'amour tout seul, les films de groupe, les films... Mais il était quand même, c'est ce qui ressort, je pense, de cet ensemble de films, c'est qu'il était quand même très obsessionnel et très monomaniaque. Dans le livret du coffret, vous avez convoqué Olivier Père des cinéastes. On a entendu la voix d'Axelle Repère qui reste avec nous jusqu'à 12h30, mais il y a aussi notamment Christophe Honoré qui parle, lui, de ce film Adèle H, et qui parle d'un film à l'esthétique très funèbre. Je le cite, on a l'impression qu'il se déroule en continu la nuit dans un cimetière. C'est vraiment un film de tombe et de tourment. C'est un film vénéneux. Je ne suis pas sûre que cela soit un film très profitable à Truffaut. Il est à part dans sa filmographie pour plusieurs raisons. D'abord, son personnage féminin. Il y a souvent eu des personnages obsessionnels dans l'œuvre de Truffaut, mais Isabelle Adjani échappe à un motif féminin truffaldien. Adjani n'est absolument pas truffaldienne et elle résiste au film, à moins que ce soit le film qui lui résiste. Il existe une tension réelle et passionnante entre le film et son interprète. Et ça, on le retrouve dans le témoignage de la comédienne. Il nous reste quelques minutes. Je vous propose d'écouter les voix de 4 grandes actrices qui ont compté pour Truffaut: Jeanne Moreau, Catherine Deneuve, Isabelle Adjani et Fanny Ardant. Leur déclaration d'amour à ce cinéaste qui aimait les femmes, avec une seule voix, une seule note dissonante dans ce concert de louanges. C'est très particulier parce qu'on n'a pas l'impression de travailler. Mais en plus, François crée une atmosphère sur un plateau qui est
un peu l'atmosphère d'un divertissement, d'un moment qui est volé à la vie. On a l'impression qu'il vit et qu'il regarde vivre les autres. C'est un metteur en scène qui aime beaucoup les femmes. Il connaît et il aime les femmes. Je trouve que c'est évident, on se sent en confiance, on se laisse aller beaucoup plus facilement avec quelqu'un en qui on a complètement confiance. François me disait souvent, mais Isabelle, enfin on se vous voyait, donc François vous voit beaucoup les gens, venez par là parce que vous sortez du cadre. Et je me rendais compte que c'était parce que j'étais très embarrassée par le regard porté sur moi, parce que François Truffaut est quelqu'un qui adore les actrices, qui adore les regarder bouger, les regarder jouer, les regarder parler, et qui intervient très très rarement. Moi j'aimais surtout parce que j'avais l'impression qu'il s'agissait toujours d'amour dans ce film. Ah oui, ça c'est vrai. Alors, d'une façon ou d'une autre, ça me séduisait. Voilà, Isabelle Adjani, c'est un peu le rendez-vous manqué. Elle échappe à Truffaut. Hein. Ce film est très étrange parce qu'effectivement, il y a eu quelque chose qui ne s'est pas produit. Alors, il n'y a pas eu l'histoire d'amour dont Truffaut aurait rêvé, ça c'est sûr. Mais il y a eu, même sur le plan artistique, sur le plan professionnel, c'est pas qu'il y a eu une mésentente, mais c'est vrai que Adjani n'était pas du tout une actrice truffaldienne. Et elle a finalement, elle a quasiment volé le film à Truffaut. Elle a vampirisé le film. On a l'impression que le film lui appartient autant, voire davantage qu'à Truffaut lui-même. Et Truffaut assiste à ce spectacle presque impuissant, à la fois fasciné et complètement désorienté par son actrice qui a déjà tout planifié, on a l'impression. Axel Roper, on finira avec vous dans le cadre de l'exposition consacrée à Truffaut à la Cinémathèque. Il y a 5 ans, vous aviez tenté de conjuguer Truffaut au présent avec des portraits d'actrices d'aujourd'hui qui auraient pu être des héroïnes truffaldiennes. Quelle qualité faut-il pour ça? Vous avez réussi à les distinguer? Je crois que les actrices truffaldiennes, effectivement, Isabelle Adjani n'entre pas tout à fait dans cette catégorie. C'est soit les actrices qui ont une forme de grande retenue et de grand mystère, soit les actrices qui ont une forme de très grande vivacité, de fantaisie et de capacité à jouer des choses joyeuses. Voilà, donc à la fois la retenue et la très grande fantaisie, je dirais. Et c'est vrai qu'Adjani, en fait, a un jeu très différent, qui est plutôt un jeu, très sorti, au bord de l'hystérie, en tout cas, je pense aux années 70, et la rencontre avec Truffaut pouvait pas du tout se faire là-dessus. Voilà. Mais pour en revenir à Truffaut, parce qu'on dit souvent que Truffaut est moins aimé parce que c'est pas du tout un cinéaste formel, je trouve que c'est quand même quelqu'un qui peut être un modèle pour aujourd'hui sur le plan formel, notamment parce que c'était quelqu'un qui était obsédé par l'écriture. Voilà, comment un film s'écrit, mais aussi comment un jeu d'actrice s'écrit. Et que je trouve que, alors qu'on valorise beaucoup les jeux d'acteurs très tripales et très hystériques et très, très ouverts, je trouve que c'est intéressant de se dire quels sont les acteurs et actrices d'aujourd'hui qui ont une forme de mystère, de réserve, de ligne claire, quelque chose de ténébreux. Et moi, c'est quelque chose que j'avais voulu travailler dans ce film que j'avais fait pour la Cinémathèque française. Merci beaucoup à vous, Axel Roper, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Olivier Père. Je rappelle la sortie, donc, à l'occasion de ce cycle Truffaut sur Arte, d'un coffret DVD avec 8 films commentés, analysés par des grands cinéastes français d'aujourd'hui. 8 films qui correspondent à une décennie, la décennie 68-70. C'est entre 68 et 76, et c'est des films qui ont été coproduits, distribués par les artistes associés. Voilà, donc et c'est des films qui ne figurent pas sur Netflix. Absolument. On peut les voir uniquement dans ce coffret en version restaurée pour la première fois. Et sur Arte, ça continue, puisque l'histoire d'Adèle H va être diffusée très prochainement, mercredi, je crois. Et il y en aura d'autres en 2021. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous.